Bienvenue pour cette conférence intitulée « Un système immunitaire optimal grâce à l'activité physique et la nutrition ». Je me présente, mon nom est Benoît Massard, je suis le coordinateur fédéral chez Neosport et j'ai eu le plaisir d'introduire cet exposé du Dr Stevens. Je vais peut-être dans un premier temps vous expliquer quelques petites considérations techniques pour que la conférence se déroule bien et ensuite je présenterai l'orateur avant de lui céder la parole. Alors, quelques petits points techniques. Si vous avez des questions durant l'exposé, vous avez en haut à droite normalement de votre écran une petite bulle de conversation. C'est un petit chat, un petit fil de discussion. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions en cours d'exposé, vous pouvez les écrire là. Et nous, soit on essaye d'y répondre, soit en fin d'exposé, on les relaiera au Dr Stevens lorsqu'il aura terminé son exposé. Donc ça, c'est pour les questions. Il n'y aura donc pas de possibilité pour vous de les poser en direct, pour des questions techniques. Ce sera uniquement le Dr Stevens et moi-même qui seront en direct de la conférence. Alors, en fin de conférence également, on vous enverra le support PowerPoint en PDF du Dr Stevens et également un lien pour revoir, revisionner la conférence ou pour la transmettre à des proches ou des amis qui seraient intéressés pour voir le sujet du jour. Voilà. Donc voilà, on est à notre troisième conférence du mois de mars. Elles sont toutes visionnables sur la chaîne YouTube d'Eneosport. Donc la première était consacrée au cœur du sportif aîné avec le Dr Brouet. La seconde, la semaine passée, a été donnée par le Dr Nilens et il a établi le lien entre l'activité physique et la santé. Et donc le thème de ce jour, c'est le lien entre l'activité physique, l'alimentation et le système immunitaire, un sujet d'actualité en cette campagne de vaccination. Je vais présenter à présent le Dr Stevens. Le Dr Stevens est médecin sportif et nutritionniste. Il a fait un master en médecine donc, et un bachelier en diététique. Il fait partie de l'équipe de consultation d'analyse nutritionnelle au sein de la cellule Sport S carré du CHU de Liège. Il exerce la médecine sportive à 3 endroits différents, au Centre européen de rééducation, le CER à Liège, au CHU, donc le Centre universitaire de Liège, au sein du service de médecine de l'appareil locomoteur, et enfin au Centre médical sportif des 18 Arcades, où il pilote également l'unité de nutrition et d'amaigrissement. Je le remercie sincèrement de partager son expertise sur ce sujet. Le temps consacré par cette conférence, je sais que son planning de consultation est bien chargé. Donc voilà, merci à lui et merci également à mes collègues Florence Batty et Franck Moinil pour avoir organisé toute cette conférence en amont. Voilà, je vais donc céder la parole au Dr Stevens qui va également vous présenter voilà, son support PowerPoint. Bonne conférence à tous. Voilà, Dr Stevens, vous êtes en direct, je vous en prie. Bonjour à tous, voilà, donc vous m'avez présenté, donc nous allons aborder le sujet. Donc effectivement, je suis médecin du sport, je fais aussi de la médecine nutritionnelle, et finalement quand on m'a demandé de parler de ce sujet, ma première réaction avait été de dire bah, tiens, oui je veux bien, mais je ne suis pas un spécialiste du système immunitaire. Et cependant, à tout y réfléchir, ben, ce système immunitaire, il intervient quasi dans chaque consultation. Et c'est ça un petit peu la caractéristique et la particularité du système immunitaire. Et donc, c'est ce que j'aimerais qu'il ressorte de mon exposé, que vous compreniez que effectivement, ce système immunitaire a une place particulière dans notre organisme. Et que quand moi, médecin du sport, je reçois un patient qui présente des douleurs, une réaction inflammatoire au niveau du système ostéo-articulaire, eh bien, quasi toujours, je dois trouver pourquoi le système immunitaire a réagi et que toutes les réactions douloureuses et inflammatoires au niveau du système ostéo-articulaire sont en relation avec la réponse du système immunitaire. Et donc ce système immunitaire prend une place particulière dans notre organisme
Parce que si je prends un organisme que j'élève dans un milieu, un individu que j'élève dans un milieu stérile, eh ben, il peut vivre sans que ne se développe le système immunitaire, parce que c'est là une autre caractéristique, c'est que le système immunitaire va se développer principalement en prenant contact avec des molécules étrangères, avec des germes qui nous sont étrangers. Et donc c'est très particulier parce que si je prends un individu qui, je lui retire un organe, s'il n'a pas son foie, s'il n'a pas sa rate, ben, il ne peut pas vivre. On peut vivre entre guillemets sans son système immunitaire tant qu'on est dans un milieu parfaitement stérile. Et donc mon exposé va s'organiser autour du système immunitaire et de la réaction du système immunitaire par rapport au sport. Je parlerai un petit peu aussi dans la troisième partie du rôle de la nutrition, de l'influence de la nutrition sur le système immunitaire. Et donc, trois parties. La première partie, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fonctionnement du système immunitaire. Alors, bon, ça peut paraître évidemment dans cette première partie légèrement indigeste, mais je pense que si on veut comprendre comment sont les relations entre le système immunitaire et l'exercice, et même chose pour la nutrition, ben, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Et effectivement, ce système immunitaire est un système extrêmement complexe qui régit beaucoup de choses dans notre organisme. Et donc, je vais essayer de vous expliquer les choses importantes en première intention à comprendre le système immunitaire. La première chose par rapport au système immunitaire à comprendre, c'est cette notion de soi et du non-soi. Et effectivement, le non-soi, c'est quoi? Ce sont des molécules étrangères, ce sont tous les agents pathogènes que nous pouvons rencontrer. Il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les parasites. C'est sûr que pendant l'exposé, je parlerai probablement plus des bactéries qui sont en nombre plus présentes, mais nous parlerons également aussi des virus, et les virus, c'est un sujet à la mode. Et donc, la principale fonction de notre organisme, enfin, elle est double, c'est de nous défendre, mais elle doit nous défendre de ce qui n'est pas notre organisme. Et donc, là, effectivement, on va voir cette notion de soi et de non-soi et de carte d'identité. Il faut que notre système immunitaire puisse reconnaître ce soi du non-soi. Et nous allons un peu parler des effecteurs du système immunitaire. Les cellules du système immunitaire, qu'on appelle les globules blancs ou leucocytes, sont en fait produites en permanence tout au long de notre vie au sein de la moelle osseuse rouge qui se trouve au niveau des os. Ces cellules souches hématopoïétiques, c'est là leur nom, sont effectivement, par leur multiplication, responsables de la production toute notre vie des globules rouges, des plaquettes et également de tous les globules blancs donc qui sont les cellules de notre système immunitaire. Et ces cellules du système immunitaire, ben, elles ont une maison mère, c'est la moelle osseuse rouge. Elles ont des maisons secondaires, ce sont les organes lymphoïdes, et puis elles circulent partout dans notre corps. On a l'habitude de diviser le système immunitaire en trois couches distinctes. Alors, la première, c'est les barrières physiques. Bon, les barrières physiques ne sont pas à proprement parler partie intégrante du système immunitaire, mais on a quand même l'habitude de les intégrer dans le système immunitaire parce qu'elles font, ces barrières, partie intégrante de la fonction de notre système immunitaire qui, comme on va le voir, a une action principalement de défense. Comme je vous l'ai dit, il y a une discrimination qui doit se faire entre les molécules
les agents qui nous sont dangereux, agressifs, de ce qui ne nous l'est pas. La deuxième couche de ce système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. La première caractéristique de cette immunité innée, et son nom l'indique, c'est que elle préside à des défenses qu'on appelle non spécifiques. C'est la première barrière de défense par rapport aux agents pathogènes. Elle est non spécifique parce qu'elle va agir un peu indépendamment du type d'agent qui nous agresse. Alors, la dernière strate de cette défense, de ce système immunitaire, de cette défense immunitaire, c'est ce que nous appelons l'immunité adaptative. En effet, là, son nom est effectivement parlant. C'est cette partie du système immunitaire qui va s'adapter à la situation. Alors, d'un point de vue définition, effectivement, notre immunité innée est faite de ce qu'on appelle les granulocytes, et parmi ces granulocytes, il y a notamment les basophiles, les neutrophiles, les éosinophiles. Alors, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ce système de défense de l'immunité innée, c'est l'action des neutrophiles, qui sont effectivement une armée qui va nous défendre contre toutes ces molécules du non-soi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la lignée myéloïde qui est responsable de l'immunité innée. Alors que quand on parle de lignée lymphoïde, ça concerne tous les lymphocytes. Et croyez-moi, il y a de très nombreux types de lymphocytes. Et donc ces lymphocytes sont eux les représentants de l'immunité adaptative. Alors, les barrières physiques ont un rôle fort important parce qu'elles nous séparent du monde extérieur. Alors, il y a plusieurs types de barrières. Alors, effectivement, il y a les barrières physiques, mais il y a d'autres barrières aussi. La barrière physique, effectivement, nous allons en reparler, c'est la peau, c'est les muqueuses. Il y a également, et nous en reparlerons aussi plus dans la deuxième partie concernant la relation entre notre écosystème intestinal et notre système immunitaire, ce que nous appelons les barrières biologiques. En fait, nous avons des bactéries amies. Ces bactéries amies, ce sont les bactéries commensales. C'est leur nom en médecine, mais ce sont des bactéries amies. Elles vivent avec nous et elles vont nous défendre et elles vont avoir une action favorable pour notre système immunitaire et pour notre santé. Il y a également dans ces barrières physiques les barrières chimiques. Effectivement, c'est le pH, une certaine forme d'acidité. Ainsi, l'estomac qui est acide est une barrière. Beaucoup de bactéries qui ne sont pas amies, mais qui sont pathogènes, qui sont ennemies, vont être détruites par l'acidité de l'estomac. Il y a également des enzymes qui vont nous protéger. Et donc, effectivement, la peau est une de ces premières barrières physiques parce que la peau recouvre notre organisme et nous sépare du monde extérieur. Ces épithéliums sécrètent des peptides antimicrobiens. Outre leur effet de barrière physique, il y a également une sécrétion par ces épithéliums de substances qui nous protègent. En ce qui concerne les muqueuses, donc ce sont les épithéliums non plus de la partie externe de notre corps, mais plutôt de la partie interne. Ce sont les voies orales, ce sont les voies digestives, ce sont les voies respiratoires et urogénitales. Alors la peau est une première barrière, elle présente une certaine épaisseur. La problématique des muqueuses et la raison de la présence du système immunitaire en quantité auprès de nos muqueuses, c'est que nos muqueuses sont beaucoup plus fines et donc sont beaucoup plus sensibles
aux agents pathogènes qui y sont fixés ou qui sont à proximité. C'est pour ça que sur certaines muqueuses, il existe un film de mucus. C'est donc une couche qui protège notre épithélium, nos muqueuses, de l'agresseur potentiel. De plus, on a des cellules qui, grâce au battement de cellules vibratiles, permettent d'éliminer ces agents pathogènes, de les éliminer vers l'extérieur. Je vous l'ai dit, la peau et les muqueuses sont recouvertes d'une flore bactérielle dite normale, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ce soit des bactéries favorables à notre santé et qu'en médecine nutritionnelle, une des grosses problématiques, c'est effectivement d'avoir une action sur cette flore bactérienne qu'on appelle aussi le microbiote, car il faut qu'on ait une flore bactérienne avec beaucoup de bactéries amies et pas le contraire. Et donc là, on n'est pas réellement dans la fonction du système immunitaire, mais on est dans ces barrières, qu'elles soient physiques, biologiques ou chimiques, qui vont déjà intervenir, qui vont aider le système immunitaire à nous protéger. Donc, je vous l'ai dit, il y a deux systèmes immunitaires. Il y a le système immunitaire inné, il y a le système immunitaire adaptatif. Nous allons voir un petit peu comment fonctionnent ces deux systèmes immunitaires. Alors, en ce qui concerne les étapes de la réaction de l'immunité innée, il y a une première notion qui est importante. Nous avons déjà esquissé cette notion en parlant de soi et de non-soi. C'est que les bactéries et les virus sont porteuses de protéines qui leur sont communes. C'est-à-dire que toutes les bactéries, tous les virus vont avoir systématiquement sur leur paroi des protéines spécifiques, qui sont soit des glycoprotéines, soit des lipopolysaccharides. Et donc, il y en a un certain nombre, il y en a une petite vingtaine de différents, mais qui recouvrent toutes les bactéries et tous les virus que nous pouvons rencontrer. Et ce système immunitaire inné va lui s'intéresser, va lui s'attaquer particulièrement à ce qu'on a appelé en médecine les motifs moléculaires associés aux pathogènes, c'est-à-dire cette carte d'identité de toutes les bactéries, de tous les virus qu'on retrouve systématiquement, et ce système immunitaire est équipé de récepteurs pour reconnaître ces cartes d'identité des agents pathogènes. Et donc, effectivement, cette discrimination entre le soi et le non-soi était quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans notre organisme, le système immunitaire qui patrouille afin de nous défendre des germes pathogènes, il faut qu'il puisse reconnaître effectivement les cellules qui font partie de notre organisme. Et comment la nature a-t-elle procédé? Elle a procédé en créant une carte d'identité également à nos cellules. Ça s'appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. Et ce CMH, c'est notre carte d'identité à nous. Elle est présente sur chaque cellule de notre corps. Et en fait, vous voyez ici la représentation d'une membrane cellulaire avec sa bicouche lipidique. Qu'est-ce qu'on voit? Sur nos cellules, il y a également des glycoprotéines et il y a ce qu'on appelle des protéines intégrales. Et ces glycoprotéines qui sont caractéristiques de certaines cellules, par exemple, c'est ça qui va donner les groupes sanguins en fonction
des protéines qui sont présentes sur nos parois cellulaires, nous aurons une détermination du groupe sanguin. Ça veut dire que les cellules du système immunitaire vont reconnaître cette carte d'identité et savoir qu'elle appartient à tel ou tel type de globule rouge. Plus important par rapport au complexe majeur d'histocompatibilité, nous avons sur chaque cellule cette carte d'identité. Comment fonctionne-t-elle? Cette carte d'identité va prendre dans notre cellule un échantillonnage des protéines qui sont présentes dans notre cellule. Ils vont l'exposer à la surface. Une cellule du système immunitaire qui croise notre cellule va rencontrer ce CMH et va reconnaître les protéines qui nous appartiennent. À l'inverse, et nous le verrons, si un virus s'introduit dans notre cellule, le virus va produire ses propres protéines. Et ces protéines vont faire partie de l'échantillonnage que le complexe majeur d'histocompatibilité va mettre en surface de nos cellules. Et c'est comme ça que notre système immunitaire peut reconnaître en lisant la carte d'identité de la cellule qu'il y a ou non un intrus dans cette cellule. Donc là, je fais une petite parenthèse, je vais dire à la mode, le terme n'est pas bien utilisé. En ce qui concerne les vaccins contre le Covid, on parle de vaccins ARN messager. C'est quoi? En fait, on introduit dans nos cellules le code pour que nos cellules fabriquent la protéine du virus et cette protéine va apparaître à la surface de nos cellules. À partir du moment où, dans la carte d'identité de notre cellule, apparaît une protéine étrangère à ce que notre code génétique a pu générer, automatiquement le système immunitaire va reconnaître une protéine étrangère et donc va activer ses défenses. Et donc, à partir de cette protéine qui est exposée par notre CMH, le système immunitaire va savoir que dans la cellule, il y a un étranger, il y a un défaut dans cette carte d'identité. Alors, ça c'est une première chose, cette notion de carte d'identité est extrêmement importante. La deuxième chose importante, c'est dans la réaction de l'immunité innée, c'est la réaction inflammatoire. Ça veut dire que la réponse du système immunitaire à partir du moment où il y a une molécule, une protéine, un agent étranger qui rentre dans notre organisme, la réaction du système immunitaire va être de produire, d'une part, je l'ai déjà mentionné, des peptides antimicrobiens, donc pour détruire ces agents pathogènes, mais également va produire ce qu'on appelle des médiateurs de la réaction inflammatoire. Ce sont les histamines, ce sont les chymokines, ce sont les cytokines. On a également, pour le moment, parlé relativement beaucoup. On a parlé par rapport au Covid d'orage cytokinique. Ça veut dire qu'effectivement, notre système immunitaire réagit par une réaction inflammatoire qui peut être plus ou moins importante. Le danger de la réaction au virus du Covid, c'est effectivement d'avoir une réaction inflammatoire trop importante dans notre système respiratoire. Et c'est là le danger, parce qu'à partir du moment où il y a une réaction inflammatoire importante dans notre arbre respiratoire, nous produisons des substances qui, entre guillemets, ont tendance à empêcher le passage de l'air. Et donc, cette réaction inflammatoire fait partie intégrante de ce qu'on appelle l'immunité innée. Et donc,
Je vous l'ai dit en introduction, quand je reçois un patient qui présente une réaction inflammatoire, alors si elle est suite à une contusion directe, mais j'en ai l'explication, si il n'y a pas de cause mécanique, je dois rechercher pourquoi le système immunitaire inné réagit. Et là, toute la difficulté, évidemment, c'est que les causes sont nombreuses. Donc, je reviens au fonctionnement du système immunitaire inné. Il y a la discrimination du soi et du non-soi. Le système immunitaire inné reconnaît du non-soi grâce à l'analyse de la carte d'identité. Et bien alors il va activer ses défenses. Il a deux actions, le système immunitaire inné. Il va d'une part lui-même attaquer les germes, surtout les bactéries. Et donc, vous voyez qu'il y a des cellules particulières qu'on appelle les macrophages qui vont internaliser les microbes, injecter des enzymes qui vont attaquer et détruire dans ces vacuoles les germes, et puis relâcher les rejets. Il y a donc là une attaque par ces cellules des germes qui sont reconnus par leur carte d'identité et une destruction. Il y a une deuxième autre action importante de ce système immunitaire inné, c'est qu'il va extraire la carte d'identité de l'agent pathogène et il va aller présenter cette carte d'identité au système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire la deuxième vague de notre système immunitaire, deuxième vague qui, je vous rappelle, n'est présente que chez les vertébrés. Alors, ce petit schéma, pour bien faire comprendre le fonctionnement différent entre les bactéries et les virus, en effet, quand j'ai une bactérie qui pénètre dans mon organisme, entre dans l'espace intercellulaire, elle se multiplie et elle va pouvoir être attaquée par nos cellules, les macrophages. À l'inverse, les virus pénètrent dans la cellule, se multiplient dans la cellule. À partir du moment où elles se multiplient et dans la cellule, leur carte d'identité va apparaître sur la paroi cellulaire. Et donc là, on va avoir d'autres types de cellules. Ce ne sont plus les macrophages qui vont attaquer les bactéries dans l'espace intercellulaire, parce que le problème, c'est que les macrophages ne peuvent pas attaquer les virus qui sont dans la cellule. D'ailleurs, la cellule peut évoluer dans la mort, mais il faut que notre organisme, le plus vite possible, détruise ces cellules, mais leur reconnaisse que dans la carte d'identité de la cellule, il y a une protéine étrangère. Et ce sont là d'autres cellules, ce sont les lymphocytes, ceux du système immunitaire adaptatif, qui vont agir. Donc, le système immunitaire adaptatif, j'ai commencé à en parler, il y a deux types de cellules dans le système immunitaire adaptatif, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils sont responsables de ce qu'on appelle l'immunité humorale. C'est eux qui vont sécréter les anticorps. Et on va voir comment les anticorps agissent. Et puis, dans cette immunité adaptative, il y a les lymphocytes T, qui, eux, vont être les cellules de combat pour les virus intracellulaires. Il faut savoir que dans l'immunité adaptative, les cellules vont agir en fonction de leur reconnaissance du microbe. À chaque virus, à chaque bactérie, on va trouver les cellules lymphocytaires les mieux armées, les plus spécifiques par rapport à un agent pathogène spécifique. Là où le système immunitaire inné agissait de façon générale contre tous les virus en reconnaissant des cartes d'identité communes à tous les germes, l'immunité adaptative agit sélectivement contre un agent pathogène défini. Un peu compliqué comme schéma, certes, mais
avec les explications que je vous ai données, vous comprendrez qu'effectivement, il y a deux types d'immunité. Il y a l'immunité immorale, qui fonctionne avec des anticorps, et puis il y a l'immunité cellulaire, qui va s'attaquer effectivement aux pathogènes qui sont rentrés dans notre cellule. Je vous l'ai dit, en ce qui concerne les pathogènes qui sont rentrés dans notre cellule, les lymphocytes vont reconnaître la carte d'identité du virus, vont pouvoir détruire grâce à des enzymes la cellule infectée, et puis les éboueurs de notre organisme, les macrophages, vont venir manger les débris cellulaires. Alors qu'en ce qui concerne nos anticorps, la caractéristique des anticorps qui sont libérés, c'est qu'ils sont spécifiques aux virus ou aux bactéries, mais principalement aux bactéries, et qu'ils vont bloquer ces bactéries, c'est-à-dire qu'ils vont faire des complexes de neutralisation pour ne plus qu'elles puissent nous attaquer. Et à partir du moment où elles sont neutralisées, de nouveau les éboueurs que sont nos macrophages vont pouvoir agir. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais c'est tellement important, je pense, si on veut comprendre la relation entre le système immunitaire et beaucoup de choses qui nous entourent, dont Covid, on va reparler un peu de la vaccination. Il faut comprendre effectivement ce fonctionnement du système immunitaire, cette notion de carte d'identité. Il faut que le système immunitaire qui nous défend puisse reconnaître nos cellules, de nos cellules infectées. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'à partir du moment où il y a une maladie, où une cellule rentre en dysfonction, c'est le cas du cancer. Que va-t-il se passer dans le cancer? On va produire des protéines anormales. Et donc, un des mécanismes de défense. Le premier mécanisme de défense du cancer, c'est que effectivement, la cellule ne devienne pas cancéreuse. Ce n'est pas le sujet du jour. À partir du moment où la cellule devient cancéreuse, elle va produire des protéines anormales. Et comme notre CMH donne un échantillonnage des protéines qui sont à l'intérieur de notre cellule, le système immunitaire va reconnaître les cellules qui possèdent des protéines anormales, les cellules cancéreuses. Et notre système immunitaire qui doit séparer, qui doit reconnaître le soi du non-soi, doit aussi reconnaître le non-soi transformé. Ces cellules cancéreuses portent des cartes d'identité qui renseignent sur des protéines qui ne sont pas normales. Et donc le système immunitaire est donc la deuxième défense contre le cancer. Et donc cette notion de carte d'identité est effectivement importante pour comprendre tout ça. J'ai expliqué aussi cette notion de barrière qui fait partie du système immunitaire, mais qui ont une action qui est mécanique ou physiologique. Je vous ai expliqué la différence entre le système immunitaire inné, qui agit en première intention, qui agit systématiquement par une réaction inflammatoire et qui est notre première barrière de défense. Il est aussi le système qui va mettre en route le deuxième système immunitaire qui est adaptatif, qui est plus puissant, mais qui dépend des informations que le système immunitaire va donner au système immunitaire adaptatif grâce à des cellules qu'on a appelées les cellules présentatrices des antigènes. Effectivement, ces cellules du système immunitaire inné vont apporter la carte d'identité du pathogène qui est rentré dans notre organisme, et notre système immunitaire adaptatif, au départ de cette carte d'identité du pathogène, va établir un mécanisme de défense. Alors maintenant, deuxième partie de l'exposé, voyons les effets de l'exercice sur le système immunitaire. Alors,
et je pense que, si j'ai bien compris, l'exposé que vous avez eu avant le mien a un petit peu parlé de cette notion qu'il y a une différence entre l'exercice et l'exercice intense, le sport de compétition, l'exercice modéré. Donc là, effectivement, il y a une terminologie différente qui implique des choses différentes. Et première remarque sur la relation entre l'exercice et l'immunité, c'est que l'activité physique modérée va, comme on le voit sur ce graphique, diminuer d'une manière générale le risque d'infection. Alors que si on augmente dans la charge de l'exercice physique, dans la charge, ce qui veut dire dans la fréquence, dans l'intensité, effectivement, ce risque d'infection va avoir tendance à augmenter. Il faut faire attention que ça correspond à une vue sur le moyen terme et qu'on est là à la limitation des études observationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui pratiquent un exercice modéré mais régulier, ce sont probablement des gens qui ont d'autres habitudes d'hygiène de vie, qui ont d'autres habitudes alimentaires. Et donc, les études d'observation sont toujours dangereuses parce que, effectivement, il faut faire attention que ça peut correspondre. Effectivement, on a pris en compte la quantité d'exercice, mais qu'on peut avoir des paramètres qui s'ajoutent. Mais, quand même, si on prend une population, même s'il y a d'autres paramètres qui interviennent que l'exercice, si on prend une population de gens qui font du sport de façon modérée, ben, on constate qu'ils font moins d'infections. Alors, c'est probablement doit être un petit peu temporisé, c'est que à partir du moment où on voit, même remarque, le risque d'infection effectivement va augmenter avec la charge d'entraînement, mais ce qu'on observe quand même, c'est que chez les athlètes, il y a petit à petit une adaptation. Effectivement, l'organisme va petit à petit s'adapter à la charge et ce risque peut-être sur le court terme d'une augmentation brusque de la quantité d'activité à partir du moment où cette augmentation est progressive, bien conduite, probablement que les conclusions sont un peu différentes. Si je fais de la marche 1 heure 2 fois par semaine et que du jour au lendemain, je fais du jogging pendant 1 heure 5 fois par semaine, là, je suis dans une augmentation soudaine de la charge qui va avoir effectivement un risque sur le risque infectieux avec une baisse de l'immunité parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation de l'organisme alors qu'un sportif qui s'entraîne régulièrement, qui a augmenté progressivement ses charges d'entraînement, qui a une bonne alimentation, qui a une bonne récupération, ne sera pas devant une baisse de son système immunitaire. Il y a maintenant une autre notion qui est la théorie de la fenêtre ouverte. Alors, probablement c'est le schéma le plus important ici par rapport à la relation entre le système immunitaire et l'activité physique. C'est que, effectivement, qu'est-ce qu'on voit dans cette première partie du graphe? C'est qu'à partir du moment où on fait, et nous définirons ce que c'est, l'exercice modéré, enfin, vous comprenez, vous voyez probablement ce que je vais dire. Donc, en ce qui concerne un exercice modéré, après l'activité, nous avons une augmentation de notre activité, de notre présence, de notre efficacité du système immunitaire. Alors que sur un exercice intense, après une augmentation de l'activité du système immunitaire, on a une fenêtre ouverte pendant laquelle il y a une baisse de l'activité du système immunitaire. Détaillons ça un petit peu. Alors, effectivement, l'augmentation de l'activité du système immunitaire dans le cadre d'une activité physique
modérée correspond à une activation de l'immunité innée. Et donc, effectivement, la réalisation d'un exercice va entraîner une réaction inflammatoire. Et je voulais expliquer, la réaction inflammatoire est toujours médiée par le système immunitaire inné. Et donc, quand je fais une activité, je vais avoir un pic inflammatoire dans l'organisme qui va diminuer au fil des heures. Et donc, j'ai une mobilisation de mes neutrophiles. Les neutrophiles, je vous en ai parlé au début de l'exposé, c'est les cellules qui font partie de l'immunité innée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation au niveau du sang de ces neutrophiles. À l'inverse, à partir du moment où on est dans un exercice plus intense, après cette phase de stimulation, on va avoir une dépression. Et cette dépression, en fait, elle correspond à une dépression du système immunitaire adaptatif. Nos lymphocytes vont chuter. Et donc, on constate effectivement que, en fonction de l'intensité, de la charge du travail, notre système immunitaire inné va avoir une réaction favorable, mais notre système immunitaire adaptatif va avoir une période de dépression, ce qu'on appelle la fenêtre ouverte. Et voilà, une autre notion fort importante, c'est cette notion de récupération, de gestion de l'effort. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on va répéter ces fenêtres ouvertes où il y a une dépression du système immunitaire sans laisser l'organisme récupérer, sans laisser le système immunitaire se régénérer, qu'est-ce qui va se passer? La répétition de ces fenêtres ouvertes va entraîner une diminution progressive de l'efficacité du système immunitaire adaptatif. On va, à partir du moment où il y a une répétition d'exercices intenses, être de moins en moins performant au niveau de notre système immunitaire adaptatif. Et donc, on le sait, c'est peut-être moins important, mais on sait qu'effectivement, cette réaction inflammatoire, cette stimulation du système immunitaire inné, correspond à la libération de substances pro-inflammatoires, ce qu'on appelle les interleukines. Et en fait, c'est principalement l'interleukine 6 qui agit. Une autre notion fort importante, c'est que la répétition de ces exercices, en fait, que petit à petit, à force de répéter des phases inflammatoires, effectivement, peut répéter un état inflammatoire chronique. C'est l'explication d'une des problématiques d'asthme et d'inflammation de l'arbre respiratoire rencontrées chez les sportifs professionnels, c'est qu'à force de répéter un état inflammatoire, à force de stimuler le système immunitaire inné, on se retrouve dans un état de stimulation avec un état inflammatoire de l'arbre respiratoire et une augmentation des symptômes liés à cet état inflammatoire répété. Un exemple de dépression avec une mauvaise gestion effectivement des périodes de récupération, on est dans un état d'immunosuppression du système immunitaire adaptatif répétitif et petit à petit, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment sur les IgA sécrétoires. Les IgA, c'est les anticorps que nous excrétons dans nos muqueuses. Qu'est-ce qu'on voit chez ces sportifs? Mais qu'au fur et à mesure de la saison, tous les anticorps baissent. Et donc, effectivement, le système immunitaire devient de moins en moins efficace. Voilà un groupe de sportifs professionnels qui a été étudié et effectivement, il y a une mauvaise gestion. On risque d'avoir de plus en plus de blessés, de plus en plus de pathologies infectieuses puisque le système immunitaire adaptatif se défend de moins en moins. Je vous l'ai dit par rapport aux études observationnelles. Il ne faut pas oublier qu'il y a différents paramètres qui interviennent. Et il y a également les influences hormonales. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment
Le cortisol est une des hormones de notre organisme qui intervient sur l'inflammation et sur la fonction du système immunitaire. Qu'est-ce qu'on a observé? Qu'à partir du moment où on a des exercices modérés, le cortisol a tendance à diminuer. Mais le cortisol a une action négative sur notre système immunitaire inné. Donc, à partir du moment où je fais des exercices modérés, j'ai moins de cortisol, donc j'ai moins d'inhibition de mon système immunitaire. Alors que dans les cas d'exercices intenses répétés, dans les cas de surentraînement, dans les cas de burn-out, de fatigue chronique, qu'est-ce qui se passe? J'ai petit à petit mon cortisol qui augmente et mon système immunitaire est de plus en plus déprimé. Un exemple, donc, pour comprendre que effectivement, on peut parler d'effet de l'exercice sur le système immunitaire, mais qu'il y a tout un ensemble de facteurs, et pas que l'exercice, qui vont intervenir sur la fonction de notre système immunitaire. Alors, un deuxième exemple de l'influence des hormones, l'hormone de croissance est une hormone qui a une action favorable sur notre système immunitaire. Et bien, cette hormone de croissance, la sécrétion diminue avec l'âge. Par contre, et ça va à l'encontre de cette diminution avec l'âge, l'activité physique et le sommeil de qualité sont des stimulants de la sécrétion de l'hormone de croissance. Et effectivement, l'hormone de croissance est sécrétée dans la situation où nous rentrons en sommeil lent et profond. Le sommeil lent et profond ne peut intervenir que si on va dormir suffisamment tôt, que si on respecte notre rythme circadien, que si on a un sommeil naturel de qualité. Et effectivement, on voit que l'hormone de croissance est principalement en situation physiologique produit dans la première partie de notre sommeil, dans cette partie de sommeil lent et profond. Et donc, nous avons parlé de l'influence de l'exercice sur le système immunitaire, mais on ne peut pas découper notre organisme en morceaux, ça fait partie d'un tout, et il est évident que si je veux faire de l'exercice physique pour maintenir une activité et pour stimuler mon système immunitaire, mais que d'un autre côté, j'ai un sommeil de mauvaise qualité, ben, je risque de ne pas avoir un effet positif global sur mon système immunitaire. Et donc, il faut bien comprendre que l'influence positive du sport sur le système immunitaire, elle dépend aussi d'un ensemble d'autres facteurs. Et donc, les conclusions par rapport à cette activité physique, ben, c'est que l'activité physique a plusieurs effets bénéfiques, avec un S qu'il faut en remettre, pour l'organisme. L'activité physique modérée permet un renforcement de l'activité du système immunitaire. Et l'activité physique modérée, donc, on peut, d'une manière globale, la considérer comme étant de 2 à 3 périodes d'exercice de 60 à 90 minutes avec une intensité de 40 à 60% du maximum. Une petite capsule pour l'influence de l'exercice physique par rapport à la vaccination. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qui se passe lors d'une vaccination? Je vais introduire un pathogène étranger. Ce pathogène étranger, mon système immunitaire va en prendre sa carte d'identité, mon système immunitaire inné va en prendre sa carte d'identité et le transférer, cette carte d'identité de ce virus, au système immunitaire adaptatif, les lymphocytes. Et ici, on parle des lymphocytes B. Pourquoi? Parce que c'est l'immunité humourale, c'est les anticorps. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand j'introduis un virus pour faire un vaccin? C'est que, effectivement, je vais avoir une réponse de mon système immunitaire adaptatif avec une production d'anticorps. Pourquoi est-ce que la plupart des vaccins, on doit réaliser une deuxième dose? Parce que une des caractéristiques, je n'en ai pas encore parlé, du système immunitaire adaptatif, c'est qu'il met en mémoire les cartes d'identité des pathogènes qu'il a rencontrés.
Et quand on lui représente de nouveau une carte d'identité qu'il a déjà rencontrée, il a gardé des cellules mémoire, et très vite ces cellules mémoire vont se multiplier et la réponse des cellules lymphocytaires va être beaucoup plus importante. Et donc, c'est pour ça que certains vaccins ont besoin de doses de rappel. On pourrait parler du tétanos, par exemple. C'est qu'il faut de temps en temps rendre la carte d'identité du pathogène au système immunitaire adaptatif pour que les lymphocytes se remobilisent et reproduisent des anticorps pour qu'il y ait en permanence des anticorps dans notre organisme. On s'est posé la question, voilà, si l'activité physique avait une action sur la vaccination. Ben non, l'activité physique n'a pas d'effet négatif sur la réaction immunitaire vaccinale. Sauf évidemment, vous l'avez bien compris, si je suis dans une situation où mon système immunitaire est déprimé, parce que j'ai une mauvaise gestion des périodes de récupération et que petit à petit, comme dans les exemples que je vous ai montrés, petit à petit, au fur et à mesure de la saison, mon système immunitaire adaptatif fonctionne moins bien, se traite moins d'anticorps. Ben, si je donne une nouvelle carte d'identité à ce système immunitaire qui est déprimé, ben, je vais avoir une réaction vaccinale de moins bonne qualité. Mais au sens premier du terme, l'activité physique chez quelqu'un qui reçoit un vaccin ne va pas avoir d'effet négatif sur ses réactions vaccinales. Alors, on a analysé cette réaction vaccinale chez des personnes plus âgées. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les gens qui ont une activité physique régulière, c'est le petit triangle blanc ici, ont une meilleure réponse vaccinale que ceux qui n'ont pas d'activité régulière. De nouveau, c'est la remarque par rapport à la globalité de la réflexion. Si je fais du sport avec une activité modérée, régulière, que j'ai une bonne alimentation, que j'ai une bonne hygiène de vie, ben, j'ai toutes les chances effectivement d'avoir un système immunitaire optimal et d'avoir une meilleure réaction. Dernier chapitre de mon exposé, le rôle de la nutrition sur le système immunitaire. Alors là, évidemment, c'est un sujet très vaste, très long. On ne peut pas tout aborder. On va parler de quelques éléments importants qui font suite à la réflexion par rapport à ce système immunitaire. En ce qui concerne notre tube digestif, il y a ce qu'on appelle l'écosystème intestinal. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image? Parce qu'elle représente bien la situation. En fait, nous avons trois éléments. Nous avons la paroi intestinale, nous avons le microbiote intestinal et nous avons le système immunitaire, ce fameux système immunitaire. Et bien ça forme l'écosystème intestinal. La paroi qui nous protège, qui protège le château fort, c'est la paroi intestinale. Ça, la qualité de la paroi intestinale est fort importante, on va en parler. Je vous l'ai dit, la peau, elle est faite de plusieurs strates de cellules. Notre paroi intestinale est faite d'une couche cellulaire, à savoir qu'elle se renouvelle tous les 2 à 3 jours et que notre paroi intestinale en surface correspond à un terrain de tennis sans limite. Et tous les 2 à 3 jours, cette paroi intestinale qui est représentée par une seule couche cellulaire est complètement changée. Alors, nous avons l'armée qui est en face, c'est le microbiote intestinal, avec des bactéries qui nous sont amies, des bactéries qui nous sont ennemies, c'est les pathogènes. Évidemment, ce microbiote va avoir une interrelation, puisque nous avons là 100 000 milliards de germes, dont 90% de bactéries. 100 000 milliards de germes, et notre système immunitaire, 60 à 70% de notre système immunitaire est rangé le long de notre tube digestif. On comprend l'importance
de la présence de notre système immunitaire le long de notre système digestif, puisqu'il y a effectivement toute cette armée ennemie de bactéries qui se trouve le long de notre paroi intestinale. Tous ces éléments, tous ces trois éléments sont en interrelation permanente avec nos aliments. L'équilibre de ceci va faire qu'on va évoluer plutôt vers la maladie ou plutôt vers la santé. Et ces 10 dernières années, la médecine a fait beaucoup d'évolutions dans la compréhension de la relation entre ce microbiote et la réaction de notre système immunitaire de toutes les maladies qui peuvent en découdre. Alors, cette paroi intestinale, effectivement, a un rôle fort important. On l'a déjà évoqué, elle a un rôle de barrière, mais elle a aussi un rôle de filtre, parce que nous devons absorber les éléments nutritifs de notre alimentation. Et cette paroi intestinale, sa fonction est conditionnée par une notion fort importante, celle de la perméabilité intestinale. Et donc, on l'a vu, c'est un petit peu un résumé, un cas de figure. La fonction de barrière, elle va dépendre de quoi? C'est toutes des choses que je vous ai déjà un petit peu expliquées, de la compétition entre les bactéries, de la présence ou non et de la qualité du mucus, parce qu'il y a des situations pathologiques où nous ne sécrétons plus assez de mucus. Et moi, médecin nutritionniste, j'ai des traitements pour stimuler la production du mucus. Nous allons produire au niveau de cette paroi intestinale des peptides antimicrobiens. Nous allons sécréter par notre système immunitaire adaptatif des IgA sécrétoires. Et nous avons notre système immunitaire qui est rangé juste derrière notre épithélium. Toutes les cellules immunitaires sont présentes là. Alors, cette notion de perméabilité intestinale est fort importante. Nous avons dans un épithélium sain les cellules qui sont unies par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Et en ce qui concerne les nutriments, nous avons un transport transcellulaire. Les éléments nutritifs transitent dans nos entérocytes, mais nous avons aussi un passage entre les cellules, surtout pour les ions, parce qu'il n'y a guère de place pour que les grosses molécules ne puissent passer. Par contre, il peut y avoir un problème au niveau de la perméabilité, où on peut être dans une situation d'hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons des jonctions serrées qui sont défaillantes. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir des agents pathogènes qui vont rentrer dans notre organisme et qui vont stimuler notre système immunitaire. Et je l'espère que vous avez compris, notre système immunitaire va réagir par la mise en route de son système immunitaire inné. Le système immunitaire inné réagit en produisant de l'inflammation, et à partir du moment où on a un passage de germes à travers cette paroi intestinale poreuse, on va avoir une stimulation de notre système immunitaire et un état inflammatoire dans notre organisme qui va s'installer. Et donc, on appelle les endotoxines les cartes d'identité des protéines, parce que on peut avoir un passage soit de germes complets, ça s'appelle en médecine la translocation bactérienne, les bactéries traversent notre paroi intestinale, ou on peut avoir simplement les cartes d'identité, ce qu'on appelle les endotoxines, et je vous avais parlé des lipopolysaccharides. Et on sait que en fonction du repas, en fonction de la quantité de graisse de la ration alimentaire, en fonction de la perméabilité de la paroi intestinale, on a une augmentation du passage des lipoprotéines, c'est-à-dire des cartes d'identité des bactéries. Et donc là, on va avoir une stimulation de notre système immunitaire. Alors, la qualité de la perméabilité intestinale dépend de différents éléments dans l'alimentation.
Donc on perd en qualité de paroi intestinale à partir du moment où l'apport en zinc, en vitamine D, en oméga 3 ou en fibres alimentaires est déficient. Et en ce qui concerne les trois derniers, moi qui réalise beaucoup d'anamnèse alimentaire, quasi tous les patients que je reçois sont en déficit alimentaire à la fois de vitamine D, d'oméga 3, de fibres alimentaires. Le zinc, si on mange des protéines animales, si on mange de la viande, si on mange de la charcuterie, on ne peut pas être déficitaire. Mais ceux-là, on est souvent déficitaire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, dans ma consultation, je reçois des gens qui ont des douleurs, des inflammations de leur système osseo-articulaire, et je dois déterminer, de par mon anamnèse, l'examen du dossier, si cette inflammation est une réaction du système immunitaire chez mon patient, parce que mon patient a un problème de perméabilité intestinale, alors que ici, ce qui est négatif, c'est l'apport excessif de l'alcool, des acides gras saturés et, dans certains cas, du gluten. Alors, les influences de la nutrition sur le système immunitaire. Alors, je terminerai par ce point, je vais parler d'abord de ce point que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Il est évident que le système immunitaire, qui est partout dans notre organisme, a cette caractéristique que les cellules se renouvellent en permanence. Nous avons une armée qui en permanence est renouvelée dans notre organisme. Oui, mais pour renouveler tout le temps ces milliards de cellules, il faut qu'il y ait un apport énergétique suffisant et un apport énergétique, outre l'apport énergétique, un apport en nutriments. Comment voulez-vous remplacer en permanence votre armée de l'immunité, des cellules immunitaires? Comment voulez-vous en permanence, toutes les 48 heures, renouveler l'entièreté de votre paroi intestinale si vous avez une alimentation déficitaire, déficitaire en calories, déficitaire en nutriments? C'est pas possible. Et donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, on parle d'influence de l'exercice, on parle de l'influence de la nutrition, mais il y a une globalité. Oui, le sport, l'activité physique, modérée a une action favorable sur l'immunité, mais à condition évidemment qu'on ait une nutrition adéquate. Parce que si je fais de l'exercice physique et que je n'adapte pas la quantité et la qualité des aliments que je mange, je vais avoir un système immunitaire qui ne peut pas répondre. Et donc, effectivement, il y a un dernier point, c'est que en ce qui concerne la relation entre l'alimentation et notre système alimentaire, notre système immunitaire, c'est que on sait maintenant que la façon dont on mange, et on peut avoir une alimentation pro ou anti-inflammatoire, on peut avoir une alimentation riche en fibres alimentaires ou pas. Et bien, on sait que cette alimentation anti-inflammatoire, riche en fibres alimentaires, va stimuler le développement d'une flore bactérienne amie. Et bien, la flore bactérienne amie, elle chasse les bactéries pathogènes, c'est une chose. Elle stimule la fonction des cellules de la paroi intestinale. Elle améliore la barrière, la fonction de la barrière intestinale. Et en plus, elle stimule notre système immunitaire. Et donc, la qualité de ce qu'on mange fait que notre système immunitaire va avoir une réponse adaptée, correcte et de qualité pour notre organisme. Et donc, on a compris maintenant depuis une dizaine d'années que la façon dont on mange influence la qualité de notre microbiote et donc a une influence profonde sur notre santé. Je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci, Dr Stevens, pour votre exposé. On va passer alors aux questions-réponses, et j'en ai plusieurs qui ont été posées dans le chat, dans le fil de discussion. Alors, j'ai une première question, on va attaquer tout de suite.
par rapport au gel hydroalcoolique. Voilà, est-ce que l'utilisation du gel hydroalcoolique ne détruit-elle pas les défenses naturelles de la peau? Donc on parle de la première barrière, hein, vous parliez du système immunitaire, la barrière physique, et voilà, si vous avez... La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je peux influencer mes bactéries amies en fonction de ce que je mange, mais effectivement, à force de répéter tout le temps le gel sur les mains, ben, je détruis tout. Donc, effectivement, entre les appositions de gel, on peut estimer qu'une nouvelle flore va se réinstaller, mais il est évident que on n'en a pas encore les études, c'est trop récent, mais bon, probablement qu'on va se rendre compte dans le futur que en faisant ce geste-là, bon, on n'a pas le choix pour le moment, parce qu'on veut tout détruire, mais on altère notre flore, ce qui peut avoir sur le moyen terme des conséquences sur notre santé, notre fonction du système immunitaire. Donc là, le gel, il détruit tous les ennemis, donc c'est un peu problématique, mais bon, on n'a pas trop le choix pour le moment. Merci. Alors j'ai deux questions suivantes par rapport au vaccin. Hein, vous en avez parlé. Le vaccin Covid à ARN messager, vous expliquiez qu'il changeait donc la carte d'identité de l'ensemble des cellules de notre corps. Est-ce qu'il y a un risque particulier? Je sais que c'est une question assez large. Oui, donc, oui, mais c'est pour ça que de moi-même, j'ai introduit le sujet, donc ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça tout à fait normal, et que finalement, ce qui m'intéressait dans l'exposé, c'était d'expliquer comment fonctionne le système immunitaire, et que finalement, c'est ça qui était important à comprendre, et que l'exercice physique et la nutrition sont deux facteurs, hein, et donc on peut parler effectivement d'autres facteurs. Alors non, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Ben parce que quand un virus rentre dans notre cellule, il va faire recopier. Donc il faut savoir qu'une bactérie est un être entre guillemets vivant, un virus n'est pas vivant. Donc un virus, il doit rentrer dans la cellule pour utiliser dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc une cellule, vous avez d'une part le noyau, et tout ce qui n'est pas noyau, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Et donc, dans notre cytoplasme, on a des usines à fabriquer des protéines. Et bien le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il va aller dans ces usines à production de protéines et il va faire construire dans les chaînes de montage dans notre cytoplasme toutes les protéines qui constituent son entité. Et une fois que toutes les protéines sont reconstituées, il va se reformer dans notre cellule et sortir de notre cellule. Et donc, ici, le principe de l'ARN messager, c'est qu'on demande à notre chaîne de production de protéines de ne construire qu'une seule protéine. Et donc, à partir de ce moment-là, cette protéine toute seule n'est pas infectante, parce que pour que le virus se propage, il a besoin d'être reformé. Or là, il ne peut pas se reformer, parce que dans la chaîne de montage, on ne fabrique qu'une seule protéine. Et à partir du moment où, effectivement, les cartes d'identité de cette protéine isolée apparaissent sur nos parois cellulaires, ben, on va faire des anticorps uniquement dressés contre cette protéine toute seule. Donc l'idée est remarquable et on parle aussi de plus en plus de thérapie immunitaire contre le cancer, selon le même principe, c'est qu'il faut qu'on puisse stimuler notre système immunitaire à reconnaître des protéines qui nous sont dangereuses, des protéines des cellules cancéreuses ou des protéines du Covid, c'est la même chose. Et donc non, ce n'est pas dangereux puisque ce n'est qu'une des protéines que nos chaînes de fabrication cellulaire fabriquent. Merci pour cette réponse très claire. Deux, trois petites questions que je vais regrouper par rapport à l'alimentation, notamment par rapport à une question d'une personne qui mange peu de viande
et elle se demande comment apporter du zinc pour les personnes qui mangent peu de charcuterie ou de viande que vous mentionnez. Et je vais également la regrouper avec la question de Marie-Jo qui demande si il faut nécessairement faire une prise de sang pour identifier les carences de son alimentation. Donc, Ok, en ce qui concerne les carences, donc là il y a une notion qui doit être un peu expliquée. On a en fait cette notion qu'à partir du moment où on commence à manquer d'un nutriment, on va rentrer en déficience. Donc, si je prends mon zinc et que je ne suis pas à 100% d'apport de zinc, mais que je suis à 80%. Si je suis à 80% d'apport, c'est-à-dire que mon organisme peut continuer à fonctionner à 80%, mais cependant il est déficient. Ça fonctionne un peu moins bien. Et bien, quand on est en déficience, les prises de sang n'indiquent rien du tout. Et pourtant, ça fonctionne moins bien. Si, au lieu d'être à 80% d'apport de zinc, je suis à 40% d'apport de zinc, le zinc intervient dans plusieurs centaines de réactions au niveau du métabolisme de la cellule. Là, on va petit à petit avoir apparaître des chaînes métaboliques qui ne fonctionnent pas bien. Et on va commencer à avoir petit à petit des traductions, parce qu'il y a des choses qui ne se produisent plus bien, on va commencer à avoir des traductions dans la prise de sang. Mais on est dans une situation de carence. Donc il en manque beaucoup plus. Ce qui veut dire que la plupart des gens ont des déficiences, mais qui ne se traduisent pas dans la prise de sang. Et donc, quand on se dit, je vais faire ma prise de sang pour voir s'il me manque de rien, il faut en fait dire, pour voir les éléments qui sont réellement en carence. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de nutriments où peut-être je suis déficient, mon organisme ne fonctionne pas de façon optimale. La problématique, c'est qu'en fonction, et j'en arrive à la deuxième question, en fonction de son modèle alimentaire. Donc il y a plusieurs modèles alimentaires, d'abord en fonction du pays où on vit. Il y a un modèle alimentaire occidental, il y a un modèle méditerranéen, il y a un modèle asiatique, il y a le régime de l'île d'Okinawa où il y a beaucoup de centenaires. Donc on a différents modèles alimentaires. Et donc chaque modèle alimentaire va être caractérisé par certains éléments ou non qui sont en déficience. À partir du moment où j'ai un régime plutôt végétarien ou flexitarien, où je mange peu de protéines animales, je vais avoir automatiquement une déficience en zinc parce que seule la viande et la charcuterie apportent des portions importantes de zinc. Et donc, effectivement, moi, médecin nutritionniste, c'est une analyse qui fait partie de ma routine de voir en fonction du modèle alimentaire si le patient va être déficient en zinc parce qu'il ne mange qu'une fois ou deux par semaine de la viande ou de la charcuterie, automatiquement il va être déficient en zinc. Maintenant, attention, la complémentation dans les ions est quelque chose d'assez complexe et qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a compétition au niveau de l'absorption. Ça veut dire que si tout d'un coup, je me dis, voilà, j'ai bien écouté M. Stevens, je ne mange presque pas de viande de charcuterie, je m'en vais aller chercher des compléments de zinc. En fait, si tout d'un coup, en plus de mon alimentation, j'incorpore des grosses quantités de zinc, alors je vais ralentir l'absorption d'autres ions métalliques car il y a concurrence au niveau des transporteurs. Et donc, oui, si je mange peu de viande, je suis déficitaire en zinc. Si je ne mange pas du tout de viande, de produits de la viande, je risque d'être carencé en zinc, mais attention à la prise de compléments intempestifs. Merci, Dr Stevens. Je vais peut-être prendre les dernières questions. Je vais en regrouper encore deux, celles de Evelyne et d'Émile, notamment toujours par rapport à la première aux barrières physiques de notre système immunitaire.
Evelyne se pose la question par rapport au bain de bouche type Listerine, un peu de la même manière que par rapport au gel hydraulique. Et Émile se pose la différence entre l'effet d'un gel hydroalcoolique et du savon. On est dans du très pratico-pratique. Un gel hydroalcoolique par rapport au savon, en fait, on est probablement sur des équivalences quand même d'action. Et donc, à savoir qu'il y a quand même une destruction à la fois des bactéries amies et ennemies. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on a toujours dit qu'il fallait se laver les mains. Oui, on a toujours dit qu'il fallait se laver les mains avec du savon avant le Covid, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, intrinsèquement, pour les mains, ce n'est pas une bonne chose, et pour notre corps, et qu'effectivement, on touche là un petit peu aux problèmes évoqués par l'hygiénisme. Alors, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants avaient des problèmes, de plus en plus, maladies de société, entre guillemets, des phénomènes d'allergie. Les allergies sont beaucoup plus importantes que par le passé. Une des théories est effectivement de dire qu'on est tellement à utiliser des savons, des désinfectants, de tout vouloir désinfecter, que on a modifié la donne par rapport à la fonction même de notre système immunitaire, et donc la théorie hygiéniste donne l'explication d'un excès d'hygiène qui a un effet négatif de déséquilibre sur notre système immunitaire, parce qu'il y a un grand volet du système immunitaire que je n'ai pas envisagé aujourd'hui, c'est que c'est lui qui régit aussi les phénomènes d'allergie. Et donc, voilà, oui, effectivement, cette théorie hygiéniste est reconnue par beaucoup de scientifiques dans l'explication de la survenue de déséquilibres dans la fonction de notre système immunitaire. Le bain de bouche, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, on a une flore amie dans notre bouche. Certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde sont maintenant scientifiquement reconnues comme étant notamment dues à la présence d'une bactérie pathogène dans notre bouche. Et donc, nous avons une bactérie pathogène dans notre bouche, et donc, cela va entraîner une réaction avec une mauvaise lecture des cartes d'identité dans notre organisme, qui va, je rentre pas dans les détails, qui va entraîner une maladie inflammatoire des articulations, la polyarthrite rhumatoïde. Donc, importante, tout comme la flore au niveau de notre tube digestif, par exemple la cavité buccale fait partie du tube digestif, et que, même chose, l'utilisation d'antiseptiques ou l'utilisation d'antibiotiques par voie orale va systématiquement donner un grand coup de javel dans notre flore, et que ça n'est pas nécessairement bon. Bon, maintenant, au niveau de notre tube digestif, très vite, il y a une recolonisation par des bactéries. Maintenant, l'abus, l'excès d'antiseptiques, ça n'est pas bon, parce qu'on va perturber chaque fois notre flore. Or, notre flore, nous en avons besoin pour avoir un système immunitaire en bonne santé. Merci. Je vais prendre encore regrouper deux questions par rapport aux maladies auto-immunes. Nicole qui nous pose la question dans le chat. Que pensez-vous du vaccin pour une personne qui a une maladie auto-immune? Et alors, une autre personne voilà, qui demande, alors là, on va pas rentrer dans une consultation, hein, bien entendu, voilà, sur les traitements éventuels de ces maladies auto-immunes, une visite tous les 6 mois chez le dermatologue. Donc, voilà, peut-être, je ne sais pas si... je pense, oui, c'est une question, des questions qu'on va regrouper effectivement.
Et pour dire que c'est des questions intéressantes et que j'en reviens. Bon, j'ai pris une demi-heure pour vous expliquer le fonctionnement du système immunitaire, mais après, ça permet d'effectivement, dans tous les cas de figure, de reprendre tout le temps le même schéma de raisonnement. Alors, une maladie auto-immune, c'est quoi? Ben, c'est de nouveau une problématique au niveau de la carte d'identité et de la lecture de la carte d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit, toutes nos cellules, toutes nos cellules ont une carte d'identité. À partir de notre code génétique, le CMH prend un échantillage des protéines et le place à la paroi de nos cellules, à l'accès de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est en perpétuel patrouillage et vérifie que toutes nos cellules ont une bonne carte d'identité. Dans les maladies auto-immunes, il y a une erreur de production de carte d'identité. Il y a des fausses informations qui sont lues. Il peut y avoir aussi une erreur dans la lecture. Et donc, l'organisme, le système immunitaire, qui est un pouvoir destructeur très puissant, observe ces cartes d'identité en permanence. À partir du moment où il a une carte d'identité qui lui donne des mauvaises informations, et c'est la plupart, c'est le cas dans les... Ce qui se passe, c'est que le système immunitaire, en reconnaissant une carte d'identité qui ne fait pas partie des cartes d'identité autorisées, il va attaquer les cellules comme s'il y avait un pathogène étranger dans la cellule. Or, ce n'est pas le cas. C'est la carte d'identité qui est mauvaise. Mais seulement, le système immunitaire ne reconnaît pas cette mauvaise carte d'identité et donc, il attaque la cellule. C'est la maladie auto-immune. J'ai quelqu'un qui a une maladie auto-immune pour laquelle certaines cellules donnent une mauvaise carte d'identité. Le fait d'introduire une carte d'identité du Covid en plus, ça ne change pas le problème. C'est-à-dire que le système immunitaire, lui, va reconnaître une carte d'identité différente qui n'est pas bonne et il va agir contre cette carte d'identité, indépendamment que la cellule, l'organe qui exprime des mauvaises cartes d'identité, sera toujours reconnu comme exprimant des mauvaises cartes d'identité. Mais le système immunitaire a l'habitude de gérer des centaines de milliers, des millions de cartes. Il en analyse en permanence. Donc, un organe présente une mauvaise carte d'identité, cet organe est victime d'une maladie auto-immune, comme par exemple la thyroïde, une thyroïdite. Et d'autre part, on lui présente la carte d'identité du Covid, il va réagir contre celle-là. Peu lui chaud. C'est une carte d'identité supplémentaire pour laquelle il va réagir et il n'y aura pas d'interrelation entre les deux. Merci. Alors ça va être la dernière, regrouper deux questions. L'une de Patricia qui se pose la question sur la quantité d'activité physique à faire pour justement avoir un effet bénéfique pour la santé. Donc on parlait d'activité physique modérée, mais à quoi correspond-il pour chacun, hein? Oui. Et elle mentionnait aussi le fait que, effectivement, contrairement aux idées reçues, on a parfois l'impression qu'il faut toujours avoir une activité physique intense pour avoir des effets positifs. Donc là, elle remerciait... elle vous remerciait par rapport à cette clarification entre l'activité physique et modérée. Et alors la deuxième question qui est un petit peu liée, c'est par rapport à l'intérêt du jeûne. Alors je pense que dans la question, c'est pas le jeûne à l'effort. Donc je pense que c'est, voilà, on parle beaucoup de jeûne. Qu'en pensez-vous au niveau de l'immunité? Donc c'est pas lié au jeûne qu'on peut faire courir le matin. Voilà, donc la question de Patricia sur l'activité physique modérée, quel est le niveau et le jeûne. Voilà. Et ça va être les dernières questions, il y en a beaucoup dans le chat, je suis désolé de devoir faire un petit tri, mais voilà, on va terminer ensuite. Ok, en ce qui concerne, donc il y avait le jeûne, m'avait dit, et... le niveau d'activité physique. Ah oui, le niveau d'activité physique. En fait, bon, c'est une bonne question parce que je pense que
il faut sortir de cet exposé avec des idées claires et regrouper un peu différents éléments que j'ai expliqués. D'abord, la première partie de la réponse, c'est que il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, que ça fait partie d'une hygiène de vie globale. Donc, si j'ai une mauvaise hygiène de vie et que je fais 4 heures de sport par jour, ça va avoir peut-être un effet négatif sur mon système immunitaire, alors que si j'ai une bonne hygiène de vie, les 4 heures vont avoir un effet positif. Ça, c'est la première partie de la réponse, mais qui est capitale, parce que dans ma pratique quotidienne, c'est ce que je vois tout le temps, où on veut isoler un élément. Non, non, il faut avoir une approche globale. Si je ne dors pas bien, si je n'ai pas une bonne sécrétion d'hormones de croissance, ben mon système immunitaire ne fonctionnera pas bien. Donc voilà, cette notion d'abord pour quantifier, c'est de l'intégrer dans une notion d'hygiène de vie. La deuxième partie de la réponse, c'est la problématique des sports, de la charge d'entraînement. Si je répète beaucoup d'activités physiques, mais de basse intensité, on pourrait se dire, ben, voilà, j'ai bien retenu, à partir du moment où je répète des exercices d'intensité élevée, je vais avoir la notion de cette fenêtre ouverte de dépression de mon système immunitaire adaptatif. Donc j'ai bien compris, je vais faire autrement, je vais répéter des périodes d'activité physique à basse intensité. Il y a, ça c'est oublier la gestion de la récupération et que même si c'est une activité physique modérée, il faut une période de récupération. Je stimule l'organisme, il faut lui laisser le moyen de répondre. Alors, répondre pour l'organisme, c'est une activité métabolique, c'est-à-dire que pour qu'il soit plus fort, il va devoir multiplier ses cellules, multiplier ses anticorps. Oui, mais c'est une synthèse de protéines, c'est une fabrication. Donc, il faut lui laisser le temps. Ça veut dire que quand je fais une activité physique, il y a une période d'un jour, de 2 jours, pendant lequel mon organisme répond, synthétise de nouvelles molécules, multiplie des cellules, et donc il faut laisser un temps de récupération. Donc si je prends une semaine et je veux laisser chaque fois du temps de récupération pour mon organisme puisse mettre à profit cette stimulation, ben, ça veut dire que je suis bloqué à 2 ou 3 fois par semaine. Et donc, 2 à 3 fois par semaine, une charge, comme on l'a dit, pas trop élevée. Et voilà, j'ai ma réponse. Une charge pas trop élevée, si je suis en basse intensité, ça peut être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je fais que la marche. Si je fais du jogging, ben, c'est un peu trop. Il faut peut-être que en activité physique, après le mot c'est plus intense, ben, que je fasse 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, en endurance simple. C'est du vélo assisté, ah ben, ok, c'est quand même physique, mais peut-être un peu moins, ben, je vais pouvoir faire 2 heures, 2 heures et demie, de nouveau, 2 ou 3 fois maximum par semaine, mais pas 3 jours qui suivent, non. Espacer, toujours laisser cette période de récupération. Et voilà, tenir de l'ensemble de ces paramètres. Donc la deuxième question, c'était... Il n'y a pas de souci, c'était par rapport aux jeunes. Alors le jeûne, bon, il n'y a pas trop d'interrelation directe avec le système immunitaire. Alors le jeûne, d'abord il faut savoir si je fais un jeûne, bon, pas un jeûne complet, donc on entend en général par je ne mange pas trop tard le soir et le lendemain matin je ne mange pas, voire je ne mange pas à midi, j'attends le soir pour remanger. En fait, si dans mon repas après le jeûne, je mange ce que je n'ai pas mangé pendant la période de jeûne, donc je m'explique, je ne mange pas de déjeuner, et au dîner et au souper, je rajoute les éléments du déjeuner, et au total, je mange la même chose, ben, ça n'a aucun effet. Rien. Hein, donc, je vois des gens qui jeûnent, mais ils mangent 2 fois plus après, donc ça n'a aucun effet sur rien du tout. Maintenant, si je jeûne, que je saute des repas et que je les
je les mets aux oubliettes, que je ne vais pas manger des repas qui n'essayent pas de compenser que j'ai moins mangé. Ça peut être effectivement intéressant de diminuer la ration calorique. On s'est beaucoup interrogé pourquoi est-ce qu'il y avait tant de centenaires sur l'île d'Okinawa. Il y a plusieurs réponses. C'est pas un sujet du jour, donc j'attends qu'on m'invite une autre fois pour donner les réponses du régime pour devenir centenaire. Mais une des réponses, c'est que ces gens s'arrêtent de manger, ils ont toujours faim. Et donc, ils mangent des rations caloriques relativement basses, mais riches en nutriments, en vitamines, en ions. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'une ration excessive était mauvaise pour la santé. Alors, il y a cette expérience très embêtante. Si vous prenez 2 populations de souris, vous prenez une qui a une alimentation normale, vous prenez issue des mêmes souris une autre population, vous leur donnez à manger nettement moins que ce qu'elles ont besoin normalement, et bien c'est la population qui a la ration hypocalorique qui vit plus longtemps. C'est fort embêtant. Alors, il y a des gens qui ont, aux États-Unis, fait des villages où tout le monde mangeait moins. Ça s'est très mal passé, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus intéressant de réfléchir au régime des centenaires d'Okinawa. Ils ont une ration alimentaire hypocalorique. Je fais un jeûne, dans mes habitudes alimentaires, je retire une partie de mes aliments. Et donc, je vais manger moins. Je vais manger moins, mais il faut qu'il y ait une densité nutritionnelle. Et bien, le jeûne, c'est bon pour la santé parce qu'on a effectivement tendance à manger trop. Et pratiquer le jeûne, ça veut dire qu'on diminue la ration calorique. Il faut évidemment que l'alimentation soit qualité suffisamment riche en zinc et autres éléments. Merci beaucoup, Dr Stevens, pour cet exposé très instructif, hein, mélangeant assez méconnus en fin de compte hein, de système immunitaire et mélangeant des concepts assez complexes, mais très bien vulgarisés. Vous êtes bien parvenu à faire cet exercice, donc merci beaucoup. Ouais. Généralement, on a toujours une petite question assez légère pour terminer les questions. C'est, et vous, quelle est votre pratique d'activité physique régulière? Je fais du sport 6 fois par semaine, minimum 1 heure. J'ai 60 ans. Alors vous allez me dire que je suis au-dessus de ce que je viens de dire, mais ça fait 20 ans que je fais du sport 6 fois par semaine. Et donc c'est aussi ce que j'ai expliqué tantôt dans mon exposé, c'est que effectivement, à partir du moment où mon corps est habitué, ben, je peux augmenter un peu ma pratique, mais que j'adapte ma pratique. Là, j'ai fait un exposé, j'ai dû préparer mes lias, ça m'a mis de stress parce que bon, un exposé, je n'ai jamais fait, mais un stress tout à fait positif. Mais voilà, pendant 3 jours, je n'ai pas couru. Je suis le cours, je fais du vélo. Je n'ai pas fait parce que justement, je savais qu'il fallait, puisque je me suis levé plus tôt, j'étais occupé, ben voilà. Et donc ça, ma réponse, c'est voilà, je fais du sport 6 fois par semaine parce que ça fait 20 ans que je fais du sport, parce que évidemment c'est mon cheval de bataille et que je dis à tous les patients qui ont 60, qui ont 70 ans, que la seule condition de rester en bonne santé, c'est de faire du sport. Alors ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'en faire, ben, je leur dis qu'il faut commencer par 2 fois, pas plus d'1 heure. Et puis les gens comme moi qui font ça depuis toujours, ben, on peut se permettre d'en faire un peu plus, mais strictement en endurance, je ne fais quasi plus aucun exercice intensif. Merci, et je suppose que le message auprès de vos patients passe d'autant mieux si vous êtes vous-même, par la force de l'exemple, vous-même pratiquant actif. Merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas beaucoup, Dr Stevens. Donc voilà, on vous enverra donc à l'ensemble des participants le petit lien pour revisionner et également le support PowerPoint du Dr Stevens. Merci à vous, bon après-midi à tous et à bientôt. Merci, au revoir.